Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'être ici pour apporter à mon modeste niveau une petite contribution à ces 2 journées très stimulantes et extrêmement fascinantes sur l'intelligence artificielle, avec là d'une certaine façon un point de vue qui est celui d'un observateur. Donc un témoignage que je vous propose, moins une vision théorique ou d'une certaine façon prospective de la transformation fondamentale des métiers, que finalement des outils, et de voir comment les potentialités, qu'on a déjà pas mal discuté pendant ces 1 journée et demie, atterrissent d'une certaine façon dans un secteur qui nous intéresse tous beaucoup, qui est celui de l'édition, au sens large. Alors, 3 petites précisions liées au logo qui apparaissent en haut de cette présentation. Je le fais moins au titre d'une certaine façon, ce qu'on commence à mettre en œuvre un peu chez Kern, l'intervention de Jean-Baptiste Devater juste après, reviendra sur ce cas d'usage spécifique, qu'au titre plutôt de la participation de Kern, et de moi en l'occurrence, aux travaux et aux réflexions du syndicat national de l'édition, le SNE, du groupement français des industries de l'information, et dans un monde un peu connexe, le GEST, qui est le monde plutôt de la presse, aussi très impliqué sur ces questions d'IA. Donc c'est une vue un petit peu plus large que ce que peut être le positionnement de Kern. Alors peut-être quelques remarques préliminaires, avant de se lancer un peu tête baissée dans des éléments, on va dire, un petit peu plus concrets. Déjà, on peut dire que l'intelligence artificielle et l'édition, c'est une histoire ancienne. Alors, on a précisé de nombreuses fois que l'intelligence artificielle elle-même a une histoire un peu ancienne, mais la relation entre édition et IA est une relation qui a maintenant pas mal d'années et qui est plutôt une relation difficile, au sens où effectivement on a du mal à se comprendre entre l'édition et l'IA depuis quelques temps. Peut-être un exemple, en tout cas c'est le sentiment que moi j'en ai, un exemple très local, on pourrait dire, il y a une petite vingtaine d'années, par exemple ici à Lyon, la bibliothèque municipale de Lyon annonçait que le marché de numérisation de ses fonds était confié à Google, qui avait fait une proposition imbattable qui était de numériser tout gratuitement. Et donc ça, effectivement, on se disait c'est quand même très intéressant, avec des garanties de pouvoir remettre à disposition une partie des sources. Et on se demandait, mais à quoi servent, et les éditeurs à l'époque se disaient, on essaye, Google veut faire le libraire, on va essayer de vendre la vente de livres, on va essayer. Aujourd'hui, on le dirait, à mon avis, je pense relativement collectivement, en disant, tiens, un corpus d'entraînement qu'un acteur du moteur de recherche à l'époque, mais qui n'était pas trop loin de l'IA, d'une certaine façon acquiert, à peu de frais, 500 000 livres, pour pouvoir entraîner des moteurs de recherche et, quelques années plus tard, des services de traduction, qui se sont avérés un peu dépassés par les prochaines couches technologiques, mais qui ont pu capitaliser sur ce type de corpus. À l'époque, on n'a pas compris, je pense, ce qui se passait dans l'édition. Et donc, c'est aussi peut-être un moment où on voit venir progressivement ce type de problématique par la technologie, qui n'est pas fondamentalement le cœur du métier de l'édition, qui est un métier beaucoup d'artisanat et de contenu. Donc il faut apprendre à se connaître. Ce que je retiens de cet épisode personnellement, c'est déjà qu'il y a une forme un peu de continuité dans la chaîne du livre, bibliothèque, éditeur, libraire à différents niveaux, mais aussi qu'il y a une culture mutuelle, un apprentissage mutuel à avoir entre la technologie et le monde de l'édition pour apprendre à s'apprivoiser mutuellement. C'est une logique un peu pacifique. Le fait aussi qu'il faille certainement sous-segmenter l'édition. On dit souvent l'édition, le numérique fait ci à l'édition. En fait, il y a beaucoup de types d'édition. Quand on parle des guides de voyage, quand on parle de l'édition juridique et quand on parle de l'édition jeunesse, on parle de choses extrêmement diverses et potentiellement de plus en plus diverses. Finalement, le monde du papier était relativement normalisé. Le monde du numérique l'est beaucoup, beaucoup moins, et c'est vrai particulièrement sur cette problématique de l'IA. Ce qui adviendra dans le monde de la jeunesse, du droit ou de la littérature générale est potentiellement extrêmement différent. Donc, dans ce qu'on va évoquer, sont souvent des exemples un peu situés dans un des sous-segments de l'édition, avec d'une certaine façon, potentialité qui atterrit très différemment. Les éditeurs juridiques vous disant c'est formidable, les éditeurs de jeunesse vous disant c'est une catastrophe, et d'autres pour le même produit, potentiellement. Donc là, il y a des formes de divergence qui ne veulent pas dire qu'il y en ait qui aient raison ou qui doivent s'imposer sur d'autres, mais il y a une forme un peu, d'une certaine façon, de spécialisation de la problématique IA en fonction des sous-segments de l'édition, probablement. Il faut éviter aussi, bien sûr, le tout ou rien. Je pense qu'on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu hier aussi. Ça n'a pas de sens de dire pour ou contre, ça n'a pas de sens, le bon exemple étant par exemple la traduction automatique, où on passe des journées entières à se dire oui ou non. La question n'est pas oui ou non, c'est le degré qu'on doit intégrer et le comment on doit intégrer. Je pense qu'il y a peu de tenants aujourd'hui du tout automatisation, du tout IA dans l'édition. Et il n'y a pas non plus de tenants, il peut y en avoir un petit peu sur des raisons plus politiques, on y reviendra aussi, mais il n'y a pas de tenant du rien. Donc la question, c'est la question du degré, le degré intermédiaire de se dire jusqu'où on va sur tel et tel sujet, jusqu'où on ne va pas, et où sont les jalons et les limites, à la fois sur des aspects de régulation, on a pas mal parlé, mais tout simplement d'un point de vue métier, pour savoir où sont les frontières dans la pratique des métiers et dans l'équilibre de ces métiers de l'édition. Et enfin, on y reviendra, mais ça a été largement évoqué, ça je passe très vite. Bien sûr, on ne parle pas de possibilités techniques, on parle, et en tout cas moi j'en parlerai sous l'angle bien sûr des enjeux économiques et de la question politique que tout ça pose, puisqu'il y a des révolutions de nature très fonctionnelle, mais évidemment, la question aujourd'hui, elle est principalement économique pour l'édition. Comment atterrir dans ce nouveau monde, à la fois en innovant, mais bien sûr en maîtrisant un modèle économique qui soit pérenne, qui puisse être
projetable dans ce monde de l'intelligence artificielle. Alors très rapidement, on va décomposer très simplement, on va dire un peu 3 petites étapes, 3 familles, on va dire, d'innovation dans l'édition, qui concernent dans un premier temps les processus d'écriture ou de création, on pourrait dire un peu plus largement, l'assistance à la lecture, l'appropriation un petit peu de la production éditoriale, et enfin des questions d'optimisation de processus et des notions d'analyse. On verra un peu ce qu'on peut mettre derrière cette famille d'innovation dans le monde de l'édition. Je parle bien uniquement de ce secteur. Donc pour parler écriture et création assistée, effectivement, quelques exemples un peu récents. On en a vu quelques-uns, mais c'est toujours intéressant de prendre des cas d'usage un peu précis, de savoir comment ça s'est passé dans tel et tel secteur. Vous avez peut-être vu paraître cet ouvrage assez récemment, Si Rome n'avait pas chuté, un ouvrage donc, de la maison d'édition Passé Composé, groupe Humedzis, où un normalien, Raphaël Dohan, a d'une certaine façon fait un exercice historique qu'on fait de temps en temps, agréable, plutôt ludique et intéressant, ce qu'on appelle une uchronie. Pas facile à dire. Une uchronie, c'est un fait, c'est une histoire qui ne s'est pas passée. Mais on imagine d'une certaine façon une forme de divergence dans l'histoire pour se dire, tiens, mais et si, et sa problématique était de dire, et si Rome avait inventé, tiens, oh là là, quasiment 1000 ans en avance, la machine à vapeur. Bon, et effectivement, ça aurait peut-être changé l'aspect de la révolution industrielle, l'aspect de l'arrêt de l'Empire de Rome, son remplacement par d'autres types de puissances, et ainsi de suite. Il fait un travail d'historien, c'est un travail sérieux, un travail de recherche, et sur lequel il se dit, mais en fait, le problème de mes collègues, travailler avec IA, c'est pas possible, c'est pas sérieux en termes de précision de l'information historique. Quand on travaille dans un registre beaucoup plus créatif qui est celui de l'Uchronie, après tout, c'est plutôt un atout, parce qu'elle va commencer à diverger, m'expliquer plein de choses, et je vais tenter, en tout cas. Donc quand il en parle, je vous ai mis systématiquement, quand j'évoque les petits exemples, les références, donc quand les PowerPoints seront en ligne, vous pourrez aller regarder tout ça un peu tranquillement. Et il a travaillé sur le texte, il a travaillé sur les images. Ce que vous voyez ici, la fameuse machine à vapeur romaine, qui n'a jamais existé, on est bien d'accord, effectivement est une création, là aussi, par intelligence artificielle. Donc il a créé des images, il a créé un univers un peu graphique, et il a créé un dialogue avec cette IA. Ce n'est pas un livre rédigé par l'IA, bien sûr, mais il a pu témoigner à quel point c'était fécond dans son dialogue avec l'IA en disant qu'il lui disait énormément de bonnes idées, qu'il avait pu mélanger le profil de Thomas Edison et des profils d'empereurs romains. Il y a plein de moments très créatifs où l'IA a plein de bonnes idées, très intéressantes pour essayer d'expliquer un moment historique qui n'est pas arrivé. Un succès d'édition. Alors, il ne faut pas en faire une règle générale, mais il trouve que ce livre a très bien marché. Alors, hop. Autre cas, un peu plus compliqué, un cas de bande dessinée. Alors, on s'est dit, on va se déplacer dans différents secteurs un peu de l'édition. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, Thierry Murat, très engagé justement sur les questions numériques, avec voilà, tout un propos très militant sur la question de la reprise en main politique de l'algorithmie, et ainsi de suite. C'est un éditeur de la maison Futuropolis et un auteur régulier, qui avait déjà signé un contrat pour son prochain opus en disant bah, écoutez, on continue ensemble, c'est parfait. Thierry Murat s'est dit, mais à force d'écrire sur l'IA, je vais quand même essayer de travailler avec l'IA. J'ai commencé à me le dire. Et son expérience, son témoignage en tout cas, est de se dire, c'était fascinant. La capacité graphique, en l'occurrence ces mid-journées, ça a été absolument, moi je trouve, fantastique. Et effectivement, la BD, objectivement, enfin c'est un goût personnel, mais est très belle, est vraiment très intéressante. Problème, il la soumet à son éditeur en disant, vous vous rappelez, c'est ce que vous m'aviez commandé. Et chez Futuropolis, il y a bien sûr un énorme malaise tout de suite, parce que dans la communauté des graphistes et des dessinateurs de bande dessinée, là, il y a une frontière d'acceptabilité très forte. En disant, attendez, excusez-moi, mais là, si un scénariste travaille et que Futuropolis publie une BD faite par Midjourney, on a franchi une frontière, il y a un écroulement de quelque chose, on n'est pas prêt. On parlait de l'acceptabilité sociale juste avant avec Nicolas Morin, l'acceptabilité n'est pas bonne. Et l'éditeur a dû refuser cette bande dessinée. Donc bien sûr, scandale, Thierry Murat très fâché, et republie sous l'angle un peu du crowdfunding, effectivement sa bande dessinée en son nom propre avec une marque éditoriale qui dépose. C'est un cas du moment, enfin, assez typique, je pense, du moment dans lequel on est, qui est à la fois une potentialité très fascinante pour les auteurs eux-mêmes et en même temps une frontière psychologique qui est très forte où on voit que dans la communauté des dessinateurs, et effectivement, Thierry Murat a pu témoigner plein de fois de la violence, on va dire, dans son milieu, pas par l'éditeur, mais de ce tabou, de cette transgression qu'il avait opérée en travaillant avec une intelligence artificielle et en la publiant après très peu de retouches. Autre cas un peu plus apaisé, presque heureux, on aurait pu dire, on était récemment à la foire de Francfort, il y a eu pas mal de communication sur le sujet, j'y reviendrai prochainement. Groupe Springer Nature, bien connu, qu'on évoquait dans le monde de l'édition scientifique, bien sûr cette fois-ci, qui a pu mener une expérimentation de façon assez structurée. Bon, éditeur scientifique, fait les choses sérieusement. Springer Nature se dit, il y a un manuel de comptabilité qu'on doit mettre à jour. Eh ben, on propose, les auteurs sont partants, on est partants, on va essayer d'y travailler avec une méthodologie éditoriale basée sur l'IA. Ils vont dialoguer et ils vont essayer d'écrire ce livre avec des créations de tableaux, de chiffres, qui sont issus du travail sur les IA qu'utilise Springer. Sans trop de détails là-dessus, je ne saurais pas vous dire si c'est tout brut du ChatGPT ou d'autres types d'outils éditoriaux sur lesquels Springer travaille.
Le bilan sur lequel il communiquait, c'est que ce manuel était prévu en 10 mois, sa mise à jour, c'est un manuel de finance et de comptabilité, et qu'il a pu être finalisé et publié en 5 mois. Donc il y a d'une certaine façon, du point de vue de l'éditeur, par rapport à ce processus normal qu'ils avaient anticipé, une productivité qui a été incroyablement meilleure du point de vue éditorial, et pour les auteurs, une expérience qui a été très bonne. Ils ont dialogué, ils ont expliqué 3 auteurs qui ont travaillé avec un système de 6 écrans, je n'ai pas tout compris, mais avec un travail, un processus assez complexe, et en tout cas qui a été une expérience assez bonne. En tout cas, c'est ce qu'a été la communication à la Foire de Francfort. Et on voit que ça présage d'une forme un peu de type d'écriture, de type de projet, qui à l'évidence va embarquer des IA, comme on l'évoquait, pour les groupes en tout cas qui ont ces outils et qui les ont intégrés dans le processus éditorial. Voilà quelques exemples de création. Il y a bien sûr aussi un effet quand on parle d'aide à l'écriture, toujours dans ce registre effectivement, qui est une inflation, une explosion des outils d'aide à l'écriture. On l'évoquait de façon un peu théorique ce matin, Alexandre Geffen évoquait cette relation qu'on avait plus ou moins directement avec des outils. Il y a une étape intermédiaire qui est un premier effet de cette popularisation de l'IA au niveau de l'écriture, c'est une multiplication des outils, j'en ai mis quelques-uns ici, Writeful, Notion, Jenny, Quiver. Il y a beaucoup d'outils et il y en a chaque mois un petit peu plus, qui ont des promesses qui sont généralement assez proches. Vous allez gagner du temps. On va vous aider à améliorer la qualité. Ce passage est trop flou, il faut le réécrire. On va vous aider à traduire. On va vous aider effectivement à organiser votre travail. On va vous relancer. Et il y a un assistant personnel qui est au service de l'auteur, qui ne va pas se substituer à lui pour écrire, mais qui le coach au moment de son écriture. Alexandre Geffen évoquait le boom de l'auto-édition, et c'est des outils, en partie, on en voit beaucoup, nous, dans le monde de l'édition de nature plus scientifique, professionnelle, un peu qui, pour d'une certaine façon, amener des gens à des formes d'écriture très claires et très... C'est pas encore des outils très tournés vers la créativité, la capacité, mais on peut tout à fait imaginer une dimension plus littéraire de ces assistants à l'écriture. Donc sans être dans simplement un dialogue, comme on l'avait vu sur l'ouvrage sur la chute de Rome, qui ne serait pas devenu des processus très en direct avec des outils généralistes, au service un peu comme ça de la créativité, il y a vraiment des assistants d'écriture qui progressivement se diffusent et peut-être s'imposent dans certaines communautés, notamment pour l'édition de nature plus professionnelle. Ça va parfois un peu loin. En tout cas, moi, je ne sais pas, mais j'étais un peu troublé par un outil assez bluffant dans sa démonstration, qui s'appelle Cite, donc Cite.ai, qui, au fur et à mesure que vous écrivez, ne modifie pas tellement votre écriture, mais documente au fur et à mesure ce que vous écrivez, quel que soit le propos que vous tenez. Donc, vous avez envie d'expliquer que le vin rouge est très bon pour la santé. Il va progressivement insérer des références qu'il va trouver au fur et à mesure. Alors, il a tendance à en inventer encore quelques-unes. Ils ont encore quelques petits problèmes d'hallucination. De temps en temps, on se dit, ça existe vraiment, ça, franchement? Et non, bon, il y a encore quelques petites hallucinations, mais on peut penser qu'ils arriveront à les régler. C'est quasiment même le principe qui est un peu plus troublant, en se disant, écoutez, donc je peux dire n'importe quoi, et vous êtes en train de me donner l'apparence d'un article scientifique qui est en train de prouver telle et telle chose. Vous facilitez le travail des faussaires. Bon. On peut se dire, écoutez, ne prêtez pas des mauvaises intentions à tout le monde, mais quand même, je trouvais un peu cet outil un peu qui mettait, on le parlait tout à l'heure, par exemple, de l'inversion du processus intellectuel avec l'arrivée du web, en disant on ne filtre plus, on ne se pose plus la question de ce qui devrait être publié, on publie tout, et après on se demande un petit peu ce qui vaudrait le coup d'émerger. C'est un peu pareil pour l'écriture de nature plus scientifique, plus professionnelle, en disant on tient un propos, et la bibliographie qui vient après. Alors qu'on aurait pu se dire quand même que ça aurait été l'inverse, qui aurait été logique, de se documenter d'abord avant de tenir un propos scientifique. On a aussi toute une série de risques, parce que là on était plutôt sur des facteurs d'opportunité, des choses assez intéressantes qui vont de fait et qui percolent déjà un peu partout dans le monde de l'édition, quel que soit dans les différents secteurs et avec des saveurs un peu différentes. Bon, on a un gros risque qu'il faut régler assez rapidement, et notamment un acteur en particulier qui est pointé du doigt, qui est Amazon. Il y a un risque de prolifération énorme et de saturation complète en termes d'ouvrages. Ça a déjà largement commencé. Le nombre de livres écrits par AI, aujourd'hui il n'est pas connu précisément, puisqu'Amazon a fait une chose très courageuse, il a dit qu'on n'avait pas le droit de publier des livres entièrement écrits par AI. Mais il ne contrôle pas. En tout cas, le sentiment qu'ont beaucoup de gens en disant « c'est bien de dire ça dans les disclaimers et les conditions d'utilisation, c'est encore mieux de le contrôler un petit peu ». Puisqu'on a des livres, effectivement, là, je vous laisserai apprécier la qualité de celui-ci, Une mouette, Way to Love Me, avec vraiment un résumé catastrophique de la nature de ce qu'on a écouté ce matin avec Alexandre Geffen. Ça a dû mettre 4 minutes à la personne qui l'a généré pour le mettre, et bon, il le met dans Kindle Unlimited, et ainsi de suite, et ça passe. Bon, ça pourrait être drôle si ça n'avait pas pris des proportions absolument de saturation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un effet de pollution de la plateforme qui fait que ça devient dur de retrouver des livres à peu près corrects sur tel et tel sujet. Donc il y a un effet de pollution qui est d'abord aussi le problème de la plateforme, mais aussi beaucoup celui de des éditeurs qui se disent
c'est comme si la librairie était ensevelie sous un monceau de livres qui ne valait absolument rien. Donc on dévalorise fondamentalement l'objet livre en inondant le marché de choses qui sont vraiment absolument sans intérêt. C'est d'autant plus dangereux qu'il y a un autre effet, encore un peu plus pernicieux, qui est un risque d'usurpation d'identité. On en parlait, je crois, hier, sur le fait que c'était peut-être la fausse monnaie du XXIe siècle, hein, l'usurpation d'identité, avec le fait que c'est facile de recréer un style d'écriture, en tout cas c'est possible d'usurper, de prendre un peu les canons. Il y a eu cette spécialiste du monde de l'édition, donc ça a été particulièrement visible, Jane Friedman aux États-Unis, qui à un moment est intervenue en disant mais attendez, c'est hallucinant, je vois des dizaines et des dizaines d'ouvrages que je n'ai jamais écrits, il y en a plein, ils sont vendus, ils sont d'une qualité déplorable, bon, mais c'est encore pire que le piratage, c'est-à-dire qu'on fait croire, et d'une certaine façon ça pèse sur ma réputation, les gens se disant quand même, Jane Friedman elle est quand même sérieuse dans ce domaine, si elle me vend un livre sur How to write and publish an e-book and make money, bon, c'est un peu son créneau, allez, bon, on va considérer que ça va être intéressant. Et elle se dit, effectivement, catastrophe, l'effet est extrêmement large et on peut supposer qu'aujourd'hui, un peu comme c'est le cas dans les plateformes musicales, des gens qui font du Drake ou qui font du team autre, il y en a plein, et l'usurpation, même reconnaître le vrai artiste par rapport au faux, au mauvais, va être un vrai travail de plateforme et une responsabilité très forte, hein, effectivement, avec toute une remise en cause, bien sûr, plus largement de l'autorialité, mais là, en l'occurrence, simplement de se dire, je voudrais être sûr que le bouquin que j'achète a bien été écrit par son auteur. Et ces plateformes sont quand même propices à cette forme un peu d'inflation et d'usurpation qui est aujourd'hui un des problèmes importants, hein, de l'édition et de la distribution de livres. On l'a aussi un peu évoqué, mais c'est un risque, effectivement, à voir se multiplier cette matière, on va dire, plus artificielle, hein, au sein des livres. Il y a un vrai risque qui inquiète les différentes communautés, effectivement, d'effondrement à différents niveaux, de la confiance, on en parlait à l'instant, avec l'usurpation d'identité, de l'inflation de livres, en disant est-ce que si j'achète un livre, je suis sûr que ça vaut quelque chose, parce qu'effectivement, je vois de plus en plus de choses absolument indigestes et écrites par des machines, et un problème d'effondrement même mathématique et statistique. Hein, effectivement, aujourd'hui, il y a dans l'industrie une réflexion sur savoir comment éviter une forme un peu de boucle qui pourrait venir très rapidement, hein, puisqu'effectivement, la capacité créative, si on la débride complètement, c'est aussi un problème pour ces IA notamment génératives, effectivement de voir les corpus se polluer eux-mêmes avec un effet dit photocopieuse. Hein, la photocopie, elle est bonne, la première fois ça passe très bien, la deuxième c'est pas mal, quand on en est à la 15e ou 20e photocopie, vous avez peut-être fait l'expérience, ça devient absolument illisible. C'est un peu la même image selon les spécialistes, en se disant il y a un effet de pollution et de déformation qui fait que l'IA va devenir illisible et incapable de faire ce qu'elle fait déjà aujourd'hui si on n'arrive pas à enrayer ce phénomène un petit peu d'intoxication. La solution est assez simple, c'est de réinjecter dans le système du bon corpus d'entraînement à intervalles réguliers. Ce qui va effectivement nous amener à nous ramener à cette état de question qu'on a ces derniers jours, c'est les jeux de données, comment y accéder et par qui et pour qui. Alors dans notre petit tour d'horizon un peu de l'IA mise en œuvre dans le secteur de l'édition, passons plutôt du côté de la lecture, hein, cette fois-ci, donc, et finalement à l'appropriation, on pourrait dire. Bon, il y a des choses qui sont bien connues, hein, qu'on maîtrise depuis pas mal d'années, qui se sophistiquent progressivement. Hein, c'est ce qu'on disait entre aussi le symbolique et le connectiviste. Les choses continuent à évoluer dans différents domaines. Hein, et là, le propos n'est pas que centré sur l'IA générative. Bon, des plateformes qui de plus en plus, là en l'occurrence l'acteur français bien connu Babelio, hein, donc un acteur qui socialise un peu les bibliothèques personnelles de livres, qui a sorti un algorithme assez intéressant, assez bien, fondé sur l'ensemble de leur base des relations, et effectivement qui ne vous demande plus de termes de recherche. Il vous demande simplement ce que vous avez lu ou dans quelle attitude vous êtes. Un peu comme un libraire en disant qu'est-ce que vous avez aimé dernièrement ou c'est quoi votre genre de livre à peu près. Et vous lui dites, bah, moi j'ai bien aimé Dune, hein, ça c'est un de mes livres fétiches. Ah bah oui, alors du coup j'ai déjà des choses à vous dire. Ah oui, mais attendez, j'ai aussi aimé Asimov. Alors du coup je précise un peu. Donc on lui donne des indications et à mesure c'est un moteur de recommandation de lecture, il va vous dire je commence à un peu mieux vous cerner. Ce que je fais là est à la fois un peu sémantique basé sur ce que je peux voir, mais surtout sur les associations, les notations et la synthèse de tout ça est faite par algorithmie au sein de la base Babelio. Assez classique, mais de plus en plus fort, et finalement qui commence aussi un petit peu à déborder sur le métier traditionnel du libraire, qui d'une certaine façon apprend à vous connaître par vos lectures. Bon, des effets aussi connus, mais qui prennent là aussi une forme de maturité. Bon, je me suis quand même permis de prendre un petit exemple Cairn quand même, d'une plateforme qui arrive où il y a des éléments de classification de plus en plus automatisés. Pour classer, post-indexer 1 million d'articles, Jean-Baptiste y reviendra, on ne peut plus le faire humainement. Donc il y a des capacités effectivement aujourd'hui, et c'est intéressant d'avoir des éléments de précision de quels sont les travaux de tel et tel auteur, quels sur un chapitre d'un ouvrage, de quoi on parle, et ainsi de suite. Et de relier de façon beaucoup plus précise qu'on le faisait au niveau de l'indexation très macro, hein, je veux dire, c'est une revue d'histoire, c'est un ouvrage plutôt de sociologie politique, et on peut descendre en finesse dans les thématiques et en finesse dans les contenus, en disant ce passage-là relève de telle discipline, et ainsi de suite.
D'autres acteurs qui sont aujourd'hui vraiment dans une logique de proposition, ça va aller vite, hein, ils sont plutôt en pointe, on parlait de différents sous-segments, n'ont pas le même niveau de maturité sur ces questions. L'édition juridique est très avancée, hein, là-dessus, puisque ça fait beaucoup de temps, ils n'ont pas attendu la révolution de ChatGPT ou la rupture, comme on disait hier, et que c'est le moment, bien sûr, là, de montrer et de mettre un peu sur la table un maximum de produits. Là aussi, ça va aller très vite, hein, pour des acteurs qui sont d'ailleurs très tournés vers le monde professionnel. Et on parle d'ailleurs même plutôt aujourd'hui de solutions juridiques que de livres juridiques, hein, dans le sens où... Et là, génial, bon, par Lefebvre Sarru d'Alloz, bon, voilà, en toute modestie, génial, effectivement, a cette promesse de se dire oui, vous allez pouvoir interpréter les textes juridiques, mais le droit a été un des secteurs où on a dit c'est incroyable, ChatGPT, il est très bon en droit. Il a quand même un vrai problème, c'est qu'effectivement, il invente énormément de choses et effectivement, il tord toute une série de raisonnements sans même inventer les références. Il fait dire aux textes ce qu'ils ne disent pas, ce qui est quand même problématique. Les juristes étant quand même là sur une interprétation un peu factuelle et ont besoin effectivement de sources absolument fiables. Donc ce que recrée Lefebvre Sarru, c'est un environnement de confiance en disant ces réponses, elles sont contrôlées au niveau de leur véracité juridique, de la véracité jurisprudentielle. Nous, on a les données de recherche, les données de loi, des décisions de justice et ainsi de suite, qui permet de contrôler ce que va générer cette IA. Et vous avez un assistant qui connaît son droit et qui n'est pas en train d'affabuler. Pour un avocat, pour le coup, effectivement, c'est absolument primordial et c'est un point qui font que ces solutions aujourd'hui, c'est plutôt de savoir entre les éditeurs juridiques qui prendra un petit peu, peut-être un peu le lead sur la modernité de ces outils, plutôt que la concurrence avec ChatGPT. Mais on est là dans un secteur éditorial sur lequel l'IA est un facteur d'avantage concurrentiel fort et qui est parti dans une course à la technologie, hein, très fortement. Avec d'autres annonces qu'on a déjà évoquées, de LexisNexis, Clarivate n'était pas non plus absent avec Walter Kluwer du secteur juridique, et ainsi de suite. On a aussi dans la lecture beaucoup d'outils qui ne sont pas là pour se substituer à la lecture, mais qui ont un positionnement assez intelligent d'assistants là aussi à la lecture, qui aident un peu. Hein, on a tous eu l'expérience de se dire oh, ce texte est vraiment compliqué, je suis vraiment pas sûr, ou ce passage est absolument pas clair. En l'occurrence, c'est comme on demanderait un peu d'explication à un enseignant. On a la possibilité de surligner des passages, je veux dire, il dit quoi là en fait? Et effectivement d'avoir une forme de reformulation, une forme un peu de synthèse qui prend en compte non seulement le paragraphe qu'on a souligné, mais l'ensemble du texte et la capacité, on va dire, d'analyse de ce logiciel. Il s'appelle Explain Paper. Là, il y avait un article récemment en gestion, dans la revue française de gestion, qui expliquait que c'était assez bluffant, hein, qu'il y avait une capacité de reformuler de façon assez intelligible des propos et ceux des auteurs qui parfois étaient un petit peu ardus, hein, à comprendre pour le commun des mortels. Donc on peut dialoguer au fur et à mesure de sa lecture avec un petit assistant qui essaie de vous appliquer au moins autrement, avec bien sûr toute une série de risques éventuellement. On l'a déjà évoqué, semaine dernière, là il y en a toutes les semaines, hein, il y en aura encore beaucoup d'ici à la prochaine biennale évidemment, d'annonces. GPT-4 Turbo la semaine dernière, qu'est-ce que ça change? Ça change une chose assez importante pour l'édition, qui est que les textes qu'on pouvait charger, hein, dans ChatGPT pour lui demander un petit peu d'éléments ou de reformulation ou d'interprétation ou de synthèse étaient limités à 20 pages jusqu'à maintenant. Ça paraît bête, un peu comme ça, mais pour l'édition, un livre, ça ne fait pas 20 pages. Et tout n'est pas sous forme d'article ou de chapitre. GPT-4 Turbo ouvre à plus de 300 pages, effectivement, ce qui change pas mal la donne, c'est-à-dire d'avoir un résumé d'ouvrage de taille à peu près raisonnable. C'est devenu possible avec là, effectivement, au-delà de la dimension, on va dire, un peu distribuée de ce nouveau modèle de langage, les performances de ce nouvel outil et sa capacité à embrasser plus largement un texte dans sa globalité changent potentiellement un petit peu la donne pour l'édition. Ça va continuer à innover comme ça, hein, la donne va continuer à changer à intervalles réguliers, mais effectivement, ce qui n'était pas encore tout à fait possible en termes d'expérimentation va peut-être pouvoir commencer à partir de maintenant. Et notamment parce qu'une des capacités qui est effectivement assez bluffante, c'est la capacité de résumer. Il est quand même, quand on lui donne un texte et que les différentes technologies, il y a des technologies, celle-ci, Scholarcy, si vous l'essayez, elle a une capacité à mettre en peu de mots, effectivement, le contenu d'un article, et on le sait notamment quand on n'est pas dans une logique de plaisir ou de littérature, il y a une notion de résumé qui est quand même un peu le fantasme de beaucoup de lecteurs dans le monde académique, par exemple, de se dire si je pouvais effectivement avoir les 5 pages qui me disent tout de ce livre de 300 pages, je suis désolé pour le collègue, mais c'est vraiment, j'ai pas le temps, et ça me permettrait de lire beaucoup plus et d'avoir effectivement une forme d'approche. La promesse est assez belle, et on voit que ce type d'outil arrive à générer des résultats qui sont très intéressants. Donc à partir de là, bon, toute l'édition résumée en quelques points, c'est pas possible, ou des secteurs entiers, mais si on réduit un peu le scope et qu'on lui donne à lire les travaux d'un auteur et ainsi de suite, les synthèses qui sont obtenues sont assez bonnes. À partir de textes ou de vidéos ou d'images, d'ailleurs. L'autre perméabilité, c'est le fait que les éditeurs, producteurs de texte, plutôt historiquement, la frontière entre texte, image et vidéo, surtout, c'est complètement
effondré, ou en tout cas, il était beaucoup amoindri. Un article devient une vidéo. Ça, c'est bluffant de voir, notamment, c'est plutôt aux États-Unis où cet outil a été un peu approprié, Synthesia, qui est assez bluffant. On voit vraiment une personne, c'est le petit JT, d'une certaine façon, une personne dans son écran, qui, combiné à un outil de résumé, vous dit, en gros, cet article, il dit ci, il dit ça. Et là où j'avais un peu de mal à rentrer dans un propos, j'ai un interlocuteur vraiment crédible qui, effectivement, me fait une petite vidéo avec des personnes qui publicisent leurs articles, par exemple, sur les réseaux sociaux, avec des petites voix qui, en 2-3 minutes, font le teasing un peu de leur travail. Plus besoin de le faire, plus besoin de s'embêter à produire de la vidéo. Et tout ça est généré très automatiquement avec des outils aujourd'hui qui avancent assez vite et qui vont continuer à beaucoup avancer. Ça, cette présence et cette omniprésence, le fait qu'un éditeur de texte se dise mais en fait mon corpus est aussi un corpus de vidéo, c'est des choses potentiellement, là comme ça s'est passé il y a quelques années avec l'audio-livre, on va y revenir, c'est des choses qui vont continuer à bouger. C'est une nouvelle voie d'exploitation potentielle pour l'édition. C'est des choses qui sont aujourd'hui clairement des opportunités intéressantes pour voir jusqu'où ça peut aller et dans quel domaine ça peut être particulièrement stimulant. Mais on connaît aujourd'hui la capacité de la vidéo à remplacer le texte, notamment sur les réseaux sociaux. Là, il y a vraiment effectivement un boulevard éventuellement pour que ces acteurs puissent éventuellement proposer des choses. Évidemment, bon ça on le connaît bien, généralement ça a été beaucoup documenté, il y a énormément de risques liés à ces effets de synthèse et de simplification, on va dire, un peu de la recommandation et de la lecture. Bien sûr, des risques de déperdition de sens, voire de déformation du propos des auteurs, la machine n'est pas parfaite, et une synthèse, plus elle est séduisante, plus finalement elle est dangereuse, parce que c'est très agréable, c'est très intéressant, mais c'est vraiment ça qu'il a dit ou pas? Alors avec le problème de communication, ne sont pas liés à l'intelligence artificielle, ils n'ont pas commencé hier, mais quand même, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais effectivement, là, on accentue encore un risque de se dire j'ai lu 4 résumés d'un auteur, je sais sur quoi il travaille. Non, vous ne l'avez pas lu. Vous avez lu le résumé fait par une machine d'un auteur. L'effet de proxy, effectivement, est assez dangereux pour demain se dire quel type de compréhension mutuelle on va avoir sur des propos assez pointus et scientifiques. Bien sûr, un risque de simplification. Même quand on ne déforme pas, en ne lisant pas la méthodologie, en ne lisant pas le contexte, en ne lisant pas la façon dont l'auteur a amené son propos, en ne lisant pas, effectivement, on prend à chaque fois un petit peu plus de risque de louper des choses qui sont signifiantes, et en se disant à se limiter à la petite synthèse, effectivement, il y a un risque de simplification qui peut aller bien sûr jusqu'à l'erreur. Un risque d'enfermement, même si c'est fidèle, effectivement, c'est extrêmement séduisant d'avoir ces 3 résumés le matin et d'avoir ces 4 lectures. Ça évite et ça crée une forme peut-être un peu de paresse intellectuelle en se disant il n'y a qu'à se laisser faire. Ça a créé une forme de passivité très forte qui est d'autant plus séduisant que les 2 vidéos tranquilles comme ça dans le métro, finalement ça me donne le propos pour discuter toute la journée de mon domaine, mais voilà, ça me suffit, avec un risque d'enfermement et de se dire mais en fait on risque d'appauvrir énormément. Certes ça ouvre des possibilités, mais là, ça va trop loin. Et plus ce sera déduisant, plus c'est dangereux. Et bien sûr, un risque de diversité très fort. On l'a déjà évoqué. Les IA sont très performantes sur de l'anglais, déjà un peu moins sur du français, mais encore moins sur du swahili ou sur des. Et il y a un risque de diversification, de diversité qui peut être perdu. Bien sûr, on parlait du côté amoral parfois des IA sur certains sujets qui ont tendance à penser qu'un médecin doit être un homme et ainsi de suite. Bon, il y a un risque effectivement de déformation un peu du réel et de diversité éditoriale qui va aussi vers une diversité linguistique et culturelle qui risque d'être amoindrie à travers cette synthèse. On l'a déjà évoqué. Troisième famille, si vous avez encore un peu le courage, donc dans l'édition en tout cas, des choses qui bougent pas mal, qui sont assez nouvelles en fonction des secteurs, parfois connus, mais parfois anciennes, notamment une petite révolution dans l'ombre, c'est pas ça qui défraiera la chronique, mais c'est que tout le travail de composition mise en page, il est en train d'être complètement bouleversé. Alors, on parle du métier de bibliothécaire, on connaît les problématiques aussi liées aux traducteurs, il y a effectivement tout un métier de compositeur mis en page qui aujourd'hui est un peu bousculé et en même temps plutôt bénéfiquement par une optimisation des capacités de la productivité en disant tiens, c'est vrai que les machines aujourd'hui peuvent faire 50, 60, 70% de l'organisation d'un texte dans un gabarit, dans une maquette et respecter des règles parfois même assez fines en disant ah non, tu mets jamais un tableau en bas de page, tu n'as pas le droit de mettre une image comme ça, la légende doit être comme ci, comme ça. Et effectivement, les consignes qui sont données, on parlait du prompt effectivement dans le monde de la création, d'images ou de texte. Le prompt de composition est aussi un métier qui se développe en disant j'ai bien expliqué à la machine, j'ai fait quelques petits scripts pour corriger un peu ces mauvaises tendances. Mais effectivement, c'est elle qui travaille en bonne partie, avec des gains de productivité qui sont énormes potentiellement. Et là aussi, la notion de pivot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans l'édition, on travaille trop sur des formats en silo. Effectivement, c'est pas logique qu'un texte soit produit en PDF, produit en EPUB, produit en XML, produit en ci, en ça, et qu'en fonction des époques, on se dise ah tiens, il faut migrer le fond EPUB 3 en EPUB 4. Bon. Et ça, effectivement, c'est des choses que ces outils, avec ces formats pivots, peuvent complètement révolutionner.
L'autre petite révolution dans l'ombre, c'est évidemment celle de la traduction. Hein, pourquoi? L'exemple du manga là-dessus est très bon. Hein, là, c'est une copie d'écran d'un acteur, donc un outil qui s'appelle Kizuna, développé par un acteur qui s'appelle Mediado. On ne connaît pas trop Mediado en France, mais c'est un géant du manga. Ils font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Leur problématique à eux, c'est que le manga est il y a un tel engouement des communautés que effectivement, quand un titre sort, il y a un effet de copie par des communautés et par des fans extrêmement rapide. Donc ce type d'acteur a développé des formes d'abonnement en flux avec le webtoon et ainsi de suite, c'est-à-dire c'est comme un scroll qui se met à jour toutes les 5 ou 10 minutes là-dessus. Pour eux, effectivement, ils publient partout dans le monde, parce que s'ils le font aux États-Unis ou au Japon, il suffit d'un quart d'heure parfois pour que ce soit disponible dans d'autres espaces linguistiques. Et pour eux, il y a une forme d'immédiateté dans toutes les langues et partout dans le monde de la publication. Donc ils ont développé, ils ont beaucoup investi, effectivement, pour que la sortie d'un manga, des 3 capsules qui n'étaient pas encore sorties il y a 10 minutes, avec une accélération, on voit du temps de la publication, là, qui est plutôt liée au web et aux formes de communication de plus en plus mondiales et intenses, qui font qu'il y a des outils de reconnaissance, bien sûr, des phrases, des éléments, et qui proposent et qui font qu'il y a de l'édition extrêmement rapide par quelques publics, mais qui progressivement tend vers une automatisation complète. Cela étant, un autre acteur qu'on a ici en France, il s'appelle Geocomics par exemple, insiste bien sur le fait qu'on n'est pas sur des outils d'automatisation complète. En tout cas en France, une bonne partie de ces outils se disent on est bien sur des outils qui vont vous aider à bien travailler. Comme on disait tout à l'heure sur l'assistant à l'écriture, ce qui est plutôt en place dans l'édition aujourd'hui, ce n'est pas des outils qui font 100%, c'est plutôt des outils qui font 60, 70, 80%. Et qui essaient de le faire à bon escient. Il y a des territoires aussi sur lesquels on essaie de ne pas trop pousser les IA, puisque le travail qu'elles font, pour le coup, à déconstruire est plus long et plus lourd cognitivement que le fait de le faire soi-même. Il traduit mal les concepts, il traduit mal, il y a des choses qui passent pas bien, il n'a pas le style. On va lui demander plutôt, comme on disait tout à l'heure, un passage où là, Alexandre Geffen, je crois, parlait de l'arrivée du train, qui est mieux qu'une scène d'amour, qui fera de façon complètement ridicule. Donc il y a des choses qui tombent bien, d'autres choses qui tombent moins bien. Ces outils sont là pour utiliser l'IA au bon endroit quand il le faut, avec toute l'expérience de savoir effectivement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas chez ces acteurs. Un autre petit secteur de l'édition qui a beaucoup bougé ces dernières années, qui est aussi un peu bousculé et optimisé par l'IA, c'est le monde du livre audio, où effectivement il y a le problème du livre audio, c'est son coût de production, notamment au niveau de la création sonore. À la fois c'est beau, il y a jouer un acteur, il y a toute une rencontre, ça diminue potentiellement le périmètre des titres qui sont effectivement disponibles en audiobook. Effectivement, en disant, pour certains projets, pour beaucoup de livres, économiquement, ça n'a pas de sens. On ne peut pas, il n'y a pas la capacité, il n'y a pas la surface économique du livre pour pouvoir investir dans de la création sonore avec un acteur, comme on le ferait pour un grand titre. Et là, effectivement, on se dit, la synthèse vocale, c'est pas nouveau. Ces outils-là vont un petit peu plus loin, dans le sens où, comme l'expliquait aussi Alexandre Geffen, il y a possibilité que ce soit la voix de l'auteur, ou que ce soit une voix pertinente qui puisse dire son texte. Aujourd'hui, le fait que Pierre Bourdieu vous lise un de ses articles n'est pas impossible. À partir d'enregistrements sonores, on peut émuler cette voix, on peut recréer le timbre, le ton, et on peut se dire, bon, est-ce que ça a du sens ou pas? Mais pour le livre audio, c'est une façon d'incarner et d'avoir un propos beaucoup plus fort. Le risque n'est pas seulement le plaisir, c'est que dans le livre audio, l'effet, c'est l'effet de décrochage. On n'arrive pas à écouter les voix GPS. On les écoute un peu. On les écoute pour savoir s'il faut tourner à gauche ou à droite. On ne les écoute pas pour lire 100 pages. C'est pas vrai. Il y a un effet de décrochage chez beaucoup de personnes très rapide. Plus c'est incarné, plus il y a une voix avec des petites erreurs, des petits tics de langage, plus j'accroche et plus effectivement c'est des choses qui vont me permettre de rentrer dans le propos du livre. Donc c'est là-dessus que travaillent ces IA, y compris pour créer des voix imparfaites et sortir un peu de cette voix robotique qui est complètement idiote, qui ne permet pas de rentrer dans le propos d'un livre et dans l'imaginaire éventuellement qui est véhiculé. Donc par exemple, c'est là-dessus que travaille Lyrebird AI. Évidemment, pour les éditeurs, ça change beaucoup la donne, puisqu'une partie du catalogue non disponible pourrait l'être par ces voix-là. Un autre domaine encore, toujours un peu dans les flux de production, des problèmes plutôt d'éditeurs, de se dire, bon, aujourd'hui c'est compliqué, comment on peut essayer de trouver une solution. Un chantier quasiment insolvable est celui de l'accessibilité des ouvrages. Alors vous savez peut-être, je ne rentre pas sur la somme des directives qui sont intervenues sur le sujet. En 2025, toute nouveauté devra être accessible selon les critères effectivement du WAI, avec tout un cahier des charges qui en découle. Pour les nouveautés, il n'y a pas trop de problème. L'édition a anticipé ce chantier depuis pas mal d'années, ça fait longtemps qu'on en parle. Le problème est plutôt pour le fond, où là, le législateur français a reculé un peu l'échéance en disant, bon, on a compris, c'est compliqué, que les centaines de milliers de livres non accessibles parce que produits en 2008, en 2009, de revenir là-dessus. Économiquement, c'est quasiment infaisable. Comment on va faire ? Bon, on va trouver une solution. Je suis législateur. Dans ma sagesse, je repousse un peu l'échéance. On a jusqu'à 2030. Et effectivement, une des voies de se dire, bon, comment on utilise ce temps pour essayer de mener ce chantier qui est
économiquement, si on le faisait avec nos petites mains, absolument impossible. Une des problématiques de l'accessibilité, c'est moins sur le texte que sur les images, sur lequel, sans rentrer dans trop de subtilité, il y a la notion de texte alternatif aux images. Vous devez systématiquement décrire toutes les images qui sont comprises dans les images, les schémas, les graphes, et les expliquer avec un petit cahier des charges qui n'est pas simplement de donner 4 noms d'objets ou 3 métadonnées. Il doit pouvoir permettre de comprendre raisonnablement la façon dont l'image sert le texte et le propos de l'auteur. Aujourd'hui, les résultats qui sont donnés par Midjourney sont déjà pas mal de tests assez bons, très impressionnants. Ils sont assez bons, ces outils, bien sûr pour générer de l'image, pour générer du texte à partir d'une image et les décrire. Là, il y a des acteurs, j'ai mis une petite copie d'écran d'EqualSense, qui est un acteur spécialisé qui se dit, bon, envoyez toutes les images et toute l'iconographie des livres à Midjourney, avec le problème, on va dire, un peu du maîtrise du corpus de données, ça pose un peu souci. Il y a des acteurs qui spécialisent, on va dire, des clouds dans l'édition et qui se spécialisent dans la mise en œuvre de ces outils pour l'édition. Et autre acteur qui n'est pas forcément connu dans le monde des bibliothèques, mais qui est important, EDR Lab, le European Digital Reading Laboratory, voilà, pardon, qui effectivement a été créé par un ensemble d'éditeurs français, Cocorico pour une fois, qui est la cellule au sein du W3C qui réfléchit sur les standards éditoriaux et de lecture sur le web, et dont toute une série de bibliothèques aussi sont membres. Donc il y a effectivement un espace de discussion. Une des réflexions qui a lieu dans EDR Lab, c'est aussi de se dire, bon, par rapport à ces clouds, et qu'il se trouve qu'EqualSense est indien, est-ce qu'on n'a pas l'opportunité, avec des acteurs comme Mistral ou d'autres peut-être demain, de constituer un petit écosystème, puisque c'est l'Europe qui est très en avant sur cette question d'accessibilité, pour, en open source, construire, comme on le disait, une boîte blanche, un peu hier, qui permette au secteur éditorial de dépasser cette problématique de l'accessibilité, sans se mettre dans les mains, effectivement, des géants, soit nord-américains, soit autres, autour de ça. Bon, au-delà de ce cas de l'accessibilité, un autre acteur, alors je suis désolé, tout en allemand, pour le moment c'est un acteur plutôt allemand, donc Qualifiction, qui revient aussi sur un vieux problème de l'édition, d'arriver à quantifier l'espoir de vente. Tout le processus de production éditoriale, il est aussi fondé sur l'estimation qu'on a du nombre de ventes potentielles d'un titre. C'est très important pour le tirage d'édition, pour les moyens qu'on y consacre, et ainsi de suite. Ça modifie l'économie d'un livre, il n'y en a pas une type. Il y a autant de types de livres en fonction d'un nouvel Amélie Nothomb ou un article de Thomas Parizeau, ça n'a absolument pas la même économie, on peut le supposer. Mais donc là, il y a toute la prise en compte de toute une série de facteurs, d'éléments géographiques, de ventes précédentes des titres. Il y a une analyse, on va dire, prédictif, basée sur des éléments, bien sûr, statistiques, qui permettent de se dire, et qui faisait un peu sensation à Francfort par rapport au public allemand, en disant que les résultats étaient assez bons, qui permet de prédire potentiellement le potentiel de vente d'un titre, de façon un petit peu plus scientifique que le fameux sniff éditorial qui, les éditeurs le savent bien, a beaucoup de mal à marcher. De temps en temps, il marche une fois sur deux, ce qui est à peu près le hasard. Donc, voilà, j'avance un peu. Et donc, effectivement, aussi beaucoup de détection de tendances. À la dimension plus analytique de l'édition, elle se renforce d'avoir des tableaux de bord, un peu comme s'est développé ces dernières années le social listening ou le search listening sur les marques. Les livres deviennent de plus en plus écoutés. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui monte, quel style, comment, dans quel contexte, géographiquement à quel endroit. Et ça, ce sont des choses, encore un petit exemple du service Babelio Data, qui fait pas mal ça sur la lecture publique, et qui documente de plus en plus la réalité de ce marché du livre. Ça va un peu dans le même sens de cette anticipation des ventes, pour être de plus en plus scientifique dans la prédiction, de se dire, ce livre, il a sa place à Lyon, dans ces 5 librairies-là, et ça serait bien d'ailleurs de faire un petit étagère, une promotion avec ces 2 titres qui sont liés, par exemple. Donc demain, la dimension un peu marketing peut se retrouver un petit peu bousculée. Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, il y a un risque un peu d'intoxication avec tout ça, en se disant plus on intègre l'IA dans les processus de production, plus on peut se retrouver, quand on le dit, intoxiqué. Des fois, c'est très évident, mais c'est moins dangereux, au sens où c'est nul, le résultat n'est pas bon. Le pire, c'est quand c'est bon. Effectivement, puisqu'il y a cet effet cookie empoisonné, dont parlent beaucoup les traducteurs, en disant il y a un plat de cookies, et c'est très bon, ils sont très appétissants, mais il y en a un ou deux, ils sont empoisonnés. On ne le sait pas. Quand on va les manger, on ne le sent pas tout de suite, et potentiellement, ce poison va commencer à agir. On a été un peu intoxiqué par telle et telle idée, qui n'était pas tout à fait bonne, il a tiré le propos, comme quelqu'un qui, de façon un petit peu fallacieuse, déformerait un petit peu le propos, et tendanciellement aurait tendance à me tromper progressivement. C'est vrai pour la traduction, c'est vrai pour toute une série d'outils qui peuvent un peu dériver dans leur qualité. Il y a aussi un gros enjeu, et là maintenant tout de suite, effectivement, lié à la perte de savoir-faire et au risque de désincarnation de l'édition. En se disant, notamment, il y a un collectif qui s'est constitué assez rapidement et qui a déjà plus de 3000 signatures, Arnie Ernaux par exemple, beaucoup d'autres, le Clésio, qui se dit non, l'édition c'est un métier de personne, un métier d'homme, de femme, il y a des histoires, c'est incarné, c'est une relation. La technologie n'a rien à faire à ce point-là dans l'édition. Et effectivement, ce collectif en chair et en os lutte pour une traduction humaine dans ces différentes dimensions et a vu aussi un peu se rallier d'une certaine d'autres types de métiers de l'édition
issus de la correction, de la fabrication, qui se disent effectivement, là il y a un mouvement, pas encore ludique, pour reprendre une image qui a été prise hier, mais qui est un mouvement de réaction, voire de mobilisation, d'organisation de la profession en disant non à l'IA. Et donc là aussi en termes d'accessibilité, acceptabilité dans les secteurs, il y a un enjeu pour les prochains mois, prochaines années. On l'a déjà évoqué, les cas de perte d'emploi, même s'ils sont un peu discutables, sont déjà un peu présents. Ils pourraient surtout être assez dramatiques. Il y avait le cofondateur, dans encore un peu plus que ça, au-delà de quelques histoires de PME, cofondateur de DreamWorks, qui annonçait que de son point de vue, vraiment dans le monde de l'animation, on n'est pas très loin du monde de l'illustration, du manga et de la bande dessinée, on allait probablement vers 90% de pertes, parce que aujourd'hui, les logiciels, force est de constater qu'ils font énormément de choses et qu'effectivement, ils diminuent beaucoup la nécessité d'intervention humaine avec une capacité même de faire mieux ce que font qu'un certain nombre d'animateurs. Voilà, donc là on a encore des enjeux de métier, des enjeux on va dire un peu de secteur, qui font que même si les éditeurs dans leur version abstraite finalement tirent parti de l'IA, il faudra vérifier que les éditeurs au sens très concret, les personnes, en tirent profit et que ce ne soit pas une forme de réduction, effectivement. C'est aussi un des métiers qui était fortement, on va dire, un peu menacé par cette forme d'automatisation et d'optimisation des processus. Très rapidement, en guise un peu de conclusion très temporaire, puisque évidemment, des questions qui vont continuer à beaucoup bouger, et le petit état de l'art non exhaustif et un peu subjectif que je vous proposais peut être refait dans quelques semaines, évidemment. Évidemment, on est dans un moment où, comme on l'a déjà dit, il y a vraiment un appel à la transparence, mais qui va un peu plus loin que simplement le fait de dire « dites ou pas que vous utilisez l'IA ». On va probablement vers un appel à une sorte de Nutri-Score de l'édition, en se disant si effectivement il y a de l'IA, on veut savoir, et le consommateur a le droit de savoir à quel point elle a été utilisée dans telle et telle œuvre. Et il y a des appels en se disant c'est là maintenant, on a besoin d'une transparence sur les processus, que ce soit dans l'entraînement, ou quand ce soit effectivement en tant que consommateur dans l'utilisation des œuvres en disant je voudrais au moins le savoir. Ça me paraît nécessaire. Et là, avec un front un peu commun entre la Fédération des éditeurs européens et différentes associations nationales européennes d'éditeurs, des libraires et des auteurs. Où là, en Europe, se structure un front qui est un peu commun dans le monde du livre entre les différents acteurs de la chaîne du livre qui se disent, à tout le moins, effectivement, c'est un enjeu démocratique de premier ordre, il faut qu'on ait une transparence là-dessus à différents niveaux. C'est ce à quoi aussi, bien sûr, à l'échelle nationale, par exemple, le SNE appelle. Et il y a une tribune récente que je vous invite à lire qui est assez bonne et qui décrit un peu les enjeux. Un des points, c'est de se dire, est-ce possible? On l'a déjà dit, en disant, attendez, parce que si vous nous dites Nutri-Score de l'édition, attention, est-ce que c'est faisable? Au sens où le débat scientifique là-dessus n'est pas très clair. Il y a une petite étude que je vous donnais, qui en est une parmi beaucoup, mais qui essaie de quantifier avec différents types de méthodes à quel point les logiciels de reconnaissance d'IA aujourd'hui sur le marché, il y en a un certain nombre qui sont ici, arrivaient ou pas à détecter effectivement les corpus avec IA, et avec certitude aussi la proportion d'IA dans les différents textes. Ils ont un degré de qualité, donc je dis un peu bêtement de 0 à 100, il faudra rentrer dans le détail de cette étude qui est assez précise et assez professionnelle. Les meilleurs logiciels dépassent 70%, frôlent les 80%, donc avec quand même 20% de marge d'erreur, ce qui est beaucoup, certainement trop. Alors peut-être Cocorico, il y a une intervention je crois cet après-midi, il y a quand même aussi un acteur français qui tire son épingle du jeu, un des 2 meilleurs logiciels aujourd'hui de reconnaissance et qui progresse, c'est Compilatio qui est un acteur français. Donc ça aussi c'est à suivre dans les prochaines années puisqu'il y a aussi un enjeu effectivement de pouvoir un petit peu développer les outils qui vont permettre d'outiller cette réglementation. Sans capacité de reconnaître l'IA, il n'y a pas de réglementation IA qui est possible. C'est une des convictions aujourd'hui des différents acteurs de la chaîne du livre. Donc c'est un enjeu aussi technologique de recherche. Si on n'y arrive pas, il faudra prendre d'autres voies. Et peut-être il y en a d'autres, au sens où certains chercheurs, vous avez peut-être entendu parler du travail de David Cabanach, par exemple, qui est un chasseur d'articles torturés, comme il dit. Et des articles torturés, c'est des articles où il a repéré toute une série de concepts qui étaient déformés par des IA à intervalles réguliers. Et à mesure qu'il les reprend, il donne pas mal d'exemples un peu dans différents domaines, effectivement, l'emploi de tel et tel concept sont des soupçons d'utilisation plus ou moins forte de l'IA. Il y a même des problématiques un peu bêtes de copier-coller qui embarquent des boutons, des choses comme ça, donc il reconnaît. Et il a des soupçons et effectivement des sortes de scoring qui vont sur des papiers, qui repèrent des taux, non pas simplement par l'analyse des textes, mais par effectivement la détection de ces formes torturées, qui qualifient au fur et à mesure dans une base de données. Bon, voilà des tentatives, plus ou moins artisanales, mais qui dénotent de cette volonté aujourd'hui d'y voir clair. Toute une série d'acteurs sont engagés en disant on a un vrai enjeu de transparence, il faut s'équiper et il faut que la recherche avance sur cette notion un peu de transparence. Bien sûr, il y a cet enjeu de maîtrise d'accès au corpus, on l'a déjà dit.
Là, les données sont relatives à GPT-3. On disait on a peu de données sur l'entraînement. Là, sur le site Affordance qu'on connaît bien, effectivement, il y avait les données d'entraînement. Il a pu aller voir et explorer de GPT-3 à l'époque où le projet était plus transparent, OpenAI, où quand même les livres, les corpus Books 1 et Books 2 sur lesquels on reviendra, représentaient à peu près 16% du corpus d'entraînement. C'est pas mal. C'est moins bien sûr que des common crawl ou donc ce qu'on a dit l'indexation du web de manière très générale, mais c'est plus par exemple que Wikipédia, très largement, qui est à 3% de ce corpus d'entraînement à l'époque. GPT-3. Il s'est passé beaucoup de temps depuis, on ne sait pas trop. Bon, la problématique ici, c'est que effectivement, depuis, ces corpus books qui reprennent les fameux 200 000 livres qui ont permis d'entraîner, ils ont été mis à disposition par un chercheur indépendant qui a utilisé un programme très militant, un programme qui avait été développé à l'époque par Aaron Swartz, et qui, effectivement, ce corpus-là, aujourd'hui, il y a toute une action judiciaire aux États-Unis pour le retirer des réseaux. Il a été mis à disposition dans beaucoup d'endroits, puisqu'il est illégal, et effectivement, ça pose la question. Les éditeurs, aujourd'hui, sont dans un moment aussi de se dire, pour faire appliquer la loi, simplement dans la disponibilité des textes là, qui ont été mis à disposition. Dans le moment de maîtrise d'accès au corpus, avant d'imaginer quoi que ce soit, il faut d'abord avoir le choix. Et avoir le choix, c'est de se dire, si je ne retiens pas mes données, qu'elles sont déjà disponibles, je n'ai même plus de choix, je n'ai même plus de discussion, puisqu'elles sont déjà disponibles. Les sites, notamment les sites de presse, là il y a une petite grille qui répertorie aujourd'hui les sites qui ont interdit les bots de Bard et de ChatGPT, les GPT bots et les Bard AI, sur le site Mind, et effectivement où on voit que la quasi-totalité des grands médias français et de plus en plus de maisons d'édition aujourd'hui ont adopté des protocoles d'interdiction automatique pour l'ensemble de leurs œuvres. Ce qu'on appelle TDM-REP, qui a été développé par ce laboratoire, développé et d'une certaine façon incubé dans le W3C et donc intégré dans les navigateurs. Reste bien sûr à ce que ce protocole soit respecté par les crawlers, par les bots divers et variés, des grands services américains et d'autres qui peuvent être un peu des proxys intermédiaires. Mais on est dans un moment où les éditeurs sont déjà dans un moment de contrôle de leur corpus. Et c'est ça qu'il faut commencer à mettre en place pour éventuellement avoir des formes un peu de négociation. Alors que ce soit avec les acteurs de l'IA, puisque l'hypothèse est qu'ils en ont besoin, à intervalles réguliers, ont besoin, on disait, le besoin de texte est très fort et le web ne suffit pas à assouvir ce besoin de texte, les livres étant un corpus de texte bien sûr particulièrement riche, particulièrement structuré, particulièrement abondant pour être probablement la matière première demain de l'IA, en tout cas une bonne partie. Et que ça évidemment c'est une forme de valeur, il y a un transfert de valeur, que ça donnera peut-être lieu à des négociations du type, mais sans rentrer dans ce dispositif précisément, qui légalement est lié à la presse, des droits voisins, en se disant c'est peut-être moins la question du droit d'auteur que les droits, on va dire, connexes, qui sont liés à l'utilisation de ce type de corpus, avec les effets pervers qu'on évoquait rapidement hier, qui fait que les plateformes, comme dans toute négociation, peuvent taper du poing sur la table, déréférencer les médias s'ils ne veulent pas payer, et ainsi de suite. Avec aussi des négociations plus douces. Il n'y a pas que les grands acteurs américains. Bien sûr, il y a ces grands modèles de langage. On peut aussi aller vers des négociations un petit peu plus locales. Beaucoup d'entreprises, on le disait d'un point de vue industriel, intègrent ces outils sur leur propre corpus. Et il y a possibilité peut-être de doper l'intelligence de ces outils plus locaux à partir de capsules de nature plus éditoriale. Avoir une capsule issue d'un corpus de comptabilité éditoriale pour une entreprise dans le secteur, c'est quelque chose qui a potentiellement une valeur. Donc il y a aussi une version plus économique, avec une nouvelle forme de valorisation des fonds éditoriaux vers l'utilisation locale de l'IA. On verra. Mais en tout cas, voilà un premier état des lieux. Merci beaucoup. Merci Thomas Parisot.